Parlons de la fraude sur les médicaments et la question c'est que faire? Parce que c'est un véritable danger. Là, on est en train de parler de santé et de problèmes de médicaments. Alors, on a deux types de fraude. Le premier type de fraude, c'est la contrefaçon classique qui permet de fabriquer correctement un produit actif, mais en essayant de contourner les droits de propriété intellectuelle. Il y a le deuxième gros problème dans les médicaments, c'est la falsification. Alors la falsification, c'est, je dirais, bien plus grave que le problème de contournement des droits de propriété intellectuelle, parce que dans un cas, vous avez véritable principe actif, mais où il y a une fraude sur la propriété intellectuelle et les royalties et les droits. Dans l'autre cas, et c'est beaucoup plus dramatique, c'est qu'il y a une falsification sur le produit lui-même, sur le dosage, sur la quantité, et donc pour le patient, il va avoir le sentiment d'acheter un médicament dans une pharmacie qui va être efficace, et soit il est inefficace, soit pire, il est dangereux. Donc on est dans des situations absolument dramatiques. Alors l'ampleur de la fraude, et là je me tourne un peu vers l'OCDE, mais sous votre contrôle, c'est toujours difficile d'avoir, mais les chiffres sont tout de même très impressionnants. On a l'habitude de dire que l'Afrique est une des zones de notre planète qui est le plus touchée par la fraude sur les médicaments. Il n'y a pas que l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique. Il y a maintenant un tel trafic sur les médicaments que les mafias, parce que là, on est face à des véritables mafias sur les médicaments. On connaît les mafias pour les drogues, mais là, des drogues, on n'en parle pas, c'est illicite. Et là, Dieu sait s'il y a de la fraude sur les fraudes. Voilà, l'héroïne coupée avec du plâtre, c'est très intéressant d'intraveineuse. Voilà. Mais c'est des cas dramatiques aussi, mais je ne recommande pas l'utilisation des drogues illicites. Je recommande par contre l'utilisation des véritables médicaments en tant que chimiste thérapeutique. Mais on est dans le cadre des fraudes sur médicaments avec des problèmes dramatiques. C'est l'augmentation du nombre de décès liés à l'utilisation et à la falsification de ces médicaments. On peut, alors il y a des chiffres qui circulent, mais je vous les donne avec aucune garantie sur les... On parle de 100, 120 000 morts, 200 000, 50 000 morts dans le monde. C'est très difficile parce que les cas avérés demandent des autopsies, des enquêtes compliquées de médecine légale et autres. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre de médicaments frauduleux qui circulent est impressionnant. Alors en 2015, il y a une grande opération qui a été menée par Interpol dans plusieurs pays. Et voilà une photo fournie par les services d'Interpol sur les saisies de faux médicaments. Vous voyez que ça ressemble à des médicaments, mais ce ne sont pas des médicaments. Vous pouvez avoir des fraudes effectivement sur les étiquettes, le contenu, surtout. Tout est fraudé. Strictement tout. Donc ces médicaments qui ont été saisis à Dakar et qui ont été détruits naturellement. Voilà. Alors, l'ampleur du trafic, il est énorme. Il est énorme. Et un des continents les plus touchés, c'est effectivement l'Afrique, population importante, des maladies à traiter, et des pays qui n'ont pas les structures, contrairement à ce qu'on vient d'entendre, des structures très organisées pour lutter contre la fraude. Donc il y a une circulation sur les fraudes de médicaments qui a été énorme. Énorme, on peut considérer qu'en Afrique, 50, 60%, 40%, près de la moitié des médicaments sont des médicaments frauduleux, y compris dans les ventes de pharmacies. Les pharmaciens eux-mêmes n'ont pas la possibilité d'organiser un contrôle sur des médicaments qui leur sont fournis par des grossistes, qui eux-mêmes peuvent être sous le contrôle des mafias. Il est évident qu'avec l'argent de ces mafias, la corruption est à portée de main. Les volumes financiers sont tels, vous savez que pour résister à la corruption, c'est juste une question de dose. Voilà. Il y a des pays où c'est plus facile que d'autres, mais bon, on l'a vu récemment, circuler les valises de billets au Parlement européen.
endroit où on n'imaginait pas que les valises de billets circulaient. Mais oui, donc c'est une question de dose. C'est comme en pharmacie. Voilà, si vous mettez le prix, vous arrivez à acheter n'importe qui. Donc, je reviens sur le médicament. La fraude du médicament, c'est terrible dans des pays comme l'Afrique. Mais il n'y a pas que l'Afrique. Il n'y a pas que l'Afrique. Nous avions l'habitude de considérer dans les pays européens que nous étions à l'abri. Alors, c'est vrai que dans un pays comme la France, si vous prenez les réseaux de pharmacies, vous rentrez dans une pharmacie, soyez rassurés, la probabilité pour que vous tombiez sur un médicament frauduleux est extrêmement faible, pour ne pas dire quasiment nulle. Parce que nous avons un circuit de distribution des médicaments en France qui est solide, avec un réseau de professionnels qui est sérieux, dont le niveau de corruption est extrêmement bas. Et donc, nous avons à être rassurés. Seulement, ce qui a changé la donne depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, c'est qu'il y a la passion d'acheter sur Internet. Et là, on peut vous vendre tout ce que vous voulez. Parce qu'effectivement, le problème de la répression des fraudes dans ce cas-là, ça veut dire que les services douaniers doivent repérer les petits colis, les envois, et ainsi de suite. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Ça n'a rien à voir avec la surveillance d'un réseau de grossistes honnêtes et de pharmaciens honnêtes. Et donc, dans les pays développés, le problème de la fraude des médicaments s'est étendu largement grâce aux livraisons d'Internet. 2 clics, on achète, on est content, on a le médicament qu'on n'ose pas acheter dans la pharmacie parce que c'est du Viagra ou autre, et ainsi de suite. On se retrouve avec tout et n'importe quoi. Et puis, on a tous les huiles essentielles pour être en bonne santé, des choses dont on vous dit à l'Académie nationale de pharmacie que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a des réseaux sociaux qui nous disent que c'est très bon, donc on va l'acheter sur Internet et en avant. Et ça, c'est dramatique parce que ça se développe. Alors, un des pays leaders dans le domaine, c'est les États-Unis. Les États-Unis, on pourrait dire, c'est un pays développé, avec des institutions sérieuses, avec des laboratoires d'analyse qui sont remarquables. Donc, normalement, la fraude sur les médicaments aux États-Unis, ça ne devrait pas exister. Eh bien non, détrompez-vous. Les achats sur Internet ont changé la donne. Il y a un pourcentage maintenant extrêmement important de faux médicaments qui circulent aux États-Unis. Alors, les coûts de ce trafic sur les médicaments, là aussi, c'est difficile de donner des chiffres. On parle en milliards, en centaines de milliards, de chiffres de 200 à 400 milliards par an. Donc on est sur des... c'est de la fraude, hein. On n'est pas sur les petites bouteilles de champagne qu'on récupère à la sortie des restaurants pour mettre de l'eau minérale et ainsi de suite. Non, là on est sur des chiffres importants et vous comprenez qu'avec un chiffre d'affaires de 400 ou 500 milliards par an, on peut corrompre à peu près qui on veut. C'est le problème, parce qu'il faut bien voir que derrière cette fraude, il y a la corruption. C'est pas quelque chose qui est désincarné, la fraude sur les médicaments, et comme toute fraude, c'est qu'il y a la corruption. Voilà. Quels sont les médicaments les plus contrefaits? Vu d'ici sur l'écran de contrôle, ma vue étant un peu faible, je voudrais tout de même lire en bas sur les chiffres en rouge. Vous avez les antibiotiques, énorme faute sur les antibiotiques. Pourquoi les antibiotiques? Je vais revenir dessus. Après, vous avez le Viagra, vous avez un certain nombre de médicaments. Alors, naturellement, vous trouvez en 4e position les antipaludiques. Les antipaludiques, parce qu'en Afrique, il y a du paludisme, et c'est là où, effectivement, vous pouvez vendre des antipaludiques. Et puis, des antihistaminiques, voilà. Pourquoi les antibiotiques, la fraude est-elle importante? Pour une raison simple, c'est que comme l'Europe, et la France en particulier, mais l'Europe, dans un élan révolutionnaire intellectuel qui a démarré à Saint-Germain-des-Prés et ailleurs, mais il y a d'autres endroits aussi, excusez-moi, c'est mon petit côté anti-germano-pratin, la société post-industrielle. Dans les années 90, pour les plus jeunes, ça évoque rien, mais la mode intellectuelle chez les décideurs était de dire « nous n'avons plus besoin d'usines, nous allons vers la société de services, donc plus d'usines, c'est compliqué, les fermenteurs, les ceci, les usines, plus d'ouvriers, magnifique. Extraordinaire, les journaux du soir étaient remplis de
ce rêve éveillé qu'était la société post-industrielle. Bien, il y avait quelques personnes qui étaient réticentes, mais c'était des personnes assez tournées vers le passé qui n'avaient pas compris l'évolution de la société moderne. Donc, au nom de cette société post-industrielle, la chimie, polluante, dangereuse, fait partie des premiers de la liste. Donc, hop, on s'est débarrassé d'une grande partie de notre industrie chimique. Et dans l'industrie chimique, il y a aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, quand vous rentrez dans une pharmacie, ce que vous achetez, ce sont des médicaments chimiques. En dehors du rayon vaccin et du rayon beauté et produits de cosmétiques, ce sont des médicaments chimiques. Les anticorps monoclonaux se distribuent plus dans les milieux hospitaliers que dans la pharmacie de quartier. Donc, on s'est débarrassé d'un certain nombre de choses. Et les premières choses qu'on a débarrassées, c'est la production d'antibiotiques. Il faut des gros fermenteurs, on n'aime pas ça. Il y a des problèmes de dosage dans les eaux résiduelles d'antibiotiques. Exportons tout. Le seul endroit où on fabrique actuellement, les seuls endroits où on fabrique des antibiotiques, c'est la Chine et l'Inde. Il n'y a pratiquement zéro production d'antibiotiques en France. Certains journaux vous font croire qu'on fait de l'amoxicilline dans des pharmacies parisiennes, mais ça, c'est un peu la forme pédiatrique. Ils n'ont pas très bien compris ce que c'était que la production d'antibiotiques. C'est des gros fermenteurs, des gros tonnages, des gros volumes. Ça, c'est parti en Chine. Et là aussi, en Chine, il y a la production officielle, puis la production à côté. Et la production à côté, elle peut être falsifiée. Voilà. Et dans la mesure où c'est pour l'exportation, et que les autorités chinoises ont la capacité à vérifier sur leur marché interne, parce qu'ils ont une Chinese FDA qui est tout de même assez efficace. Donc, ils vérifient leur production interne, mais pour l'exportation, ce n'est pas leur problème directement. Donc voilà, arrive sur le marché international une fraude importante sur les antibiotiques. Voilà, c'est comme ça. On a lâché notre savoir-faire industriel et on se retrouve dans des difficultés auxquelles on n'aurait pas imaginé. Je vous passe sur les différents types de fraude parce que vous avez tout dans la fraude sur le médicament. Le sous-dosage, c'est évident que si vous prenez un antipaludique où il y a à peu près 5% de la dose normale du principe actif, ça ne va pas vous aider à vous débarrasser de votre palu. Et si c'est un europalu, dû à Plasmodium falciparum, vous allez en décéder. Voilà. Il faut de l'artémisinine ou de l'artéméter ou de dihydroartémisinine dosé normalement pour que ça soit efficace. Or, il y a les mauvaises formulations parce qu'effectivement, quand vous formulez un médicament, c'est pas simplement le principe actif, il y a un certain nombre d'ingrédients et ça, c'est sur la formulation, il peut y avoir fraude et introduction de produits dangereux. L'absence totale de produits actifs, ça existe aussi. L'erreur sur le produit actif, ça existe aussi. Tout a été fait, tout a été essayé. Et par contre, les réussites totales, c'est grâce aux méthodes d'imprimerie modernes, c'est l'emballage. Les emballages de produits contrefaits ressemblent à des emballages de produits normaux. Parce que ça, c'est le plus facile à imiter et à faire. Voilà. C'est pas comme dans les bouteilles de Pauillac de Saint-Chinian, quoi. Voilà. Là, c'est un manque de culture évident, mais quand vous êtes dans certains pays, du Pauillac de Saint-Chinian, c'est paraît-il buvable. Donc on a des véritables difficultés sur le marché du médicament. Voilà, c'est un contrôle, je l'ai dit, je le répète, c'est un contrôle qui est sous contrôle, c'est un trafic qui est sous contrôle des mafias extrêmement puissantes. Il y a actuellement confusion entre les mafias qui s'occupent de la drogue et les mafias qui s'occupent du faux médicament. Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un marché qui est extrêmement important. On a parlé de centaines de milliards. Donc il est évident que pour les mafias qui sont dans le trafic de drogue, qui sont eux aussi dans le centaines de milliards, ils n'ont aucun problème éthique pour aller vers le marché des faux médicaments. C'est leur métier de base. Ils sont formés pour ça, ils ont leur réseau, ils ont leur organisation, et donc c'est juste un changement de produit. Donc ils se tournent vers le faux médicament sans aucun problème. Il est très lucratif et il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les moyens de lutter contre les faux médicaments. Ça demande des analyses qui sont disponibles dans les pays qui ont des structures d'analyse, une culture de l'analyse chimique et pharmaceutique, mais pas dans certains pays qui n'ont pas les moyens. Voilà.
On considère actuellement que c'est un trafic qui est beaucoup plus lucratif que le trafic de drogue. Trafic de drogue, il y a un peu de répression, les gens ne sont pas toujours contents, le consommateur n'est pas satisfait parce qu'on lui donne des drogues coupées avec tout et n'importe quoi. Il y a encore des gens qui pensent que les drogues sont des perturbateurs du système nerveux central et que ce n'est pas très bon pour la santé, même si d'autres pensent que on va légaliser tout ça pour le bien-être humain. Bon, on se retrouve... mais là, pour le faux médicament, donc... Alors, est-ce que c'est 10 fois plus que le trafic de drogue, 20 fois plus? C'est difficile, il n'y a pas de chiffre officiel, mais ce qui est sûr, c'est que les mafias se tournent massivement vers le trafic de faux médicaments. Alors, le trafic de faux médicaments en France, il y a un code pénal, 700 000 €, 7 ans de prison. Je vous donne les articles du code. Voilà, donc en France, on évite de faire du faux médicament sur le sol français, naturellement, parce que là, on pourrait avoir des ennuis, mais Internet permet de les importer. Et par contre, il y a des pays où c'est beaucoup plus facile. Voilà. Alors, j'ai beaucoup déjà évoqué sur l'entrée, et puis on en a parlé parce que dans les interventions précédentes, sur le fait qu'Internet a perturbé le système. Je voudrais parler d'une nouvelle fraude, qui est la fraude à l'ordonnance. Parce qu'il y a des produits qui sont intéressants, que vous pouvez revendre à des patients, il y a des produits que vous pouvez détourner au point de vue usage, et donc la fraude à l'ordonnance, qui est une fraude à l'assurance, c'est payé par la sécurité sociale, l'assurance maladie, est un trafic qui est extrêmement important. La falsification des ordonnances, même dans un pays comme la France, nous ne sommes pas à l'abri de ça. Alors, c'est un volume difficile à évaluer, là aussi, mais ça existe et les pharmaciens se retrouvent avec des problèmes dans les pharmacies d'officine. Je voudrais tout de même terminer sur quelque chose qui, pour moi, est un cas de fraude. Pas tout à fait fraude classique, le fentanyl. Le fentanyl, c'est un vrai produit, c'est un opioïde découvert chez Janssen dans les années 1959-1960, qui est un antidouleur extrêmement puissant, bien plus puissant que la morphine. Et ce produit a par contre un défaut majeur en tant que produit, c'est que sa marge de sécurité entre la dose toxique et la dose pharmacologiquement active est très faible, contrairement à la morphine. Bon, il y a des accoutuments sur la morphine, mais on n'est pas là pour faire un cours sur l'utilisation de la morphine. L'utilisation de la morphine en France est sous contrôle des médecins, des milieux hospitaliers et des pharmacies. Aux États-Unis, le fentanyl est un véritable problème. Alors, il y a une fraude sur l'ordonnance. Le fentanyl est normalement réservé pour des patients pour lesquels les traitements à la morphine ont perdu leur efficacité. Donc, dans des cas très précis, et c'est ce qui se passe en France, le fentanyl est utilisé en milieu hospitalier sous contrôle très strict. C'est la législation des stupéfiants. Donc, ce n'est pas comme de la morphine, ce n'est pas comme du paracétamol, ce n'est pas comme de l'aspirine. Quand un médecin, y compris un milieu hospitalier, prescrit le fentanyl, le pharmacien des hôpitaux vérifie, regarde et on contrôle. Donc, on n'a pas une surutilisation du fentanyl dans un pays comme la France et dans la plupart des pays. Aux États-Unis, pour des raisons qui ne sont pas liées au deuxième amendement de la Constitution, eh bien, il y a un laxisme qui s'est installé sur le fentanyl. Fraude à l'ordonnance, falsification, circuit frauduleux de distribution de fentanyl qui vient de l'extérieur des États-Unis. Le fentanyl est utilisé dans le milieu des personnes qui considèrent que les drogues classiques ne sont pas assez puissantes. Et je vous donne tout de même le chiffre, parce que ça sont des chiffres officiels américains. Vous avez des chiffres qui ne sont pas sur cette diapositive, mais qui devraient être sur la diapositive suivante. En 2021, selon les autorités américaines, 71 236 morts. 71 236 morts. Je vous rappelle que le nombre de soldats américains décédés pendant la longue guerre du Vietnam, qui a duré tout de même quelques années, vous voyez, eh bien, c'est 58 000 morts.
Les États-Unis sont face à ce qu'on appelle pudiquement la crise des opioïdes. Crise des opioïdes, 71 000 morts par an. Par an. Voilà. Là, ça, c'est même le problème qui est tout de même grave. Quelque part, c'est une faute sur l'utilisation du fentanyl. Je voudrais terminer en rendant un hommage à cette dame, le docteur Dora Aginiyi, qui est une Nigérienne, pharmacienne, qui était extrêmement courageuse. Elle a été à l'initiative de la création d'un laboratoire de répression des fraudes sur les médicaments au Nigeria. Nigeria qui est un des pays, des plateformes, des plaques tournantes du trafic de médicaments. Alors, elle a eu une vie assez difficile. Vous voyez, là, c'est une photo. Elle sort de sa voiture de fonction et elle a des gardes du corps autour. Il y a eu plusieurs attentats. Au cours d'un de ces attentats, un des gardes du corps a été assassiné. Elle a échappé, elle est décédée d'un cancer en 2004. Elle a été très courageuse. Je voudrais tout de même terminer rapidement pour dire que vous expliquez que le trafic de faux médicaments, ce sont les mafias. Et les mafias ont la rancune tenace. Alors, ils n'avaient pas pu assassiner cette pharmacienne, donc ils ont assassiné son époux et 7 autres personnes de son entourage. Voilà, donc je termine sur cette note et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Bernard.